Alors, chers amis, nous sommes de retour pour un 10e épisode de notre balado, L'état du monde. Merci d'être avec nous. Toujours avec moi, Jocelyn, à Montréal. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien, très bien. Donc, on s'est remis depuis une semaine du choc Des de élections, l'élection oui. américaine, ça va? Oui, oui, oui. J'en ai vu d'autres quand même, là. Donc, on est prêt à discuter de d'autres sujets. Ben, on va discuter d'autres sujets. Oui et non, ben, inévitablement, il s'est quand même passé beaucoup de choses depuis une semaine, même si Trump est toujours pas officiellement le 47e président américain. Il a quand même passé des coups de fil à certains dirigeants internationaux, à certaines personnes ça, ça donne un petit peu le ton, fort probablement, de ce à quoi va ressembler les premiers mois de son administration. Et puis, donc, dans ce contexte-là, je pense que le coup de fil le plus significatif qui a été fait au cours des derniers jours, c'est celui à Vladimir Poutine. Euh, Qui par- est, qui est démenti par Moscou aujourd'hui. Ah, intéressant, j'ai Oui, une nouvelle. oui. OK, c'est Alors, intéressant. on va voir comment le Washington Post va se dépatouiller de cette affaire, Ouais. parce que c'est eux qui ont annoncé dimanche que Trump et Poutine s'étaient parlé jeudi dernier. Et qui, évidemment, ils avaient parlé de l'Ukraine. Et ce matin ou hier soir, le Kremlin a démenti formellement l'appel téléphonique. Ah, OK, Alors, c'est intéressant ça. on va voir ce que le Washington Post dit dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ben, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que Trump aurait évoqué auprès de Poutine son plan de paix, parce qu'on, pour la mémoire collective, on rappellera que Trump avait promis pendant la campagne électorale qu'il allait mettre un terme à cette guerre-là en l'espace Ouais, de 24 heures. Une promesse qui a été aussi évoquée par son vice-président, J.D. Vance. Donc, peut-être qu'on pourrait parler des scénarios oui. les plus probables, les moins probables, ce à quoi on pourrait s'attendre à la fin janvier, début février prochain. Il faut rappeler que l'invasion de 2022, c'était le 22 février. L'annexion de la Crimée, de mémoire, ça s'était produit un 14 février. 2014. Ouais. Donc Oui. 2014. Donc, février reste un moment charnière. Symboliquement, c'est un moment charnière peut-être pour la Russie. Donc, si Vladimir Poutine voudrait annoncer une paix ou à tout le moins un cessez-le-feu, ça pourrait être effectivement un bon moment. Ben, écoutez, dans mon esprit à moi, il y a trois scénarios. Un qui est davantage probable que les deux autres, mais les deux autres, même s'ils sont moins probables, méritent quand même d'être évoqués. Donc, ben d'abord, si je peux me permettre, le scénario le plus probable pour moi, c'est le scénario qu'on pourrait appeler le scénario coréen ou chypriote. Puis les deux autres scénarios qui sont moins probables, mais qu'on ne peut pas ignorer, c'est le scénario de l'escalade ou aussi le scénario que j'appelle anti-Pékin. Donc, je vais commencer par le scénario coréen, chypriote. Pour moi, c'est le scénario le plus crédible. Donc, ça viserait essentiellement à mettre en place une zone démilitarisée sur le territoire ukrainien qui correspondrait à peu près aux lignes actuelles du conflit dans le Donbass. Et c'est une ligne qui serait par la suite là, densément fortifiée par l'Ukraine, par les alliés européens, par les États-Unis, afin d'empêcher que la Russie n'envahisse à nouveau le pays. Puis ça contraindrait en retour l'Ukraine à une certaine neutralité pour un certain nombre d'années. Donc, il serait impensable que l'Ukraine en vienne à se joindre à l'OTAN. Euh, pour ce qui est de l'Union européenne, c'est une autre question, mais on pourrait s'attendre à ce que ce Mhm. soit qu'il y ait un certain moment où ce serait impossible pour l'Ukraine de joindre l'Union européenne. Donc, on aurait ici affaire à un cessez-le-feu, pas une paix. Donc, la raison pour laquelle j'appelle ça un scénario coréen ou chypriote. Dans le cas de la Corée, les deux Corées sont toujours officiellement en guerre depuis 1950. Donc, Ouais. le cessez-le-feu de 53 n'a pas mis un terme au conflit. Ils sont toujours officiellement en guerre. Donc, comment forcer les deux parties à négocier? Ben, c'est surtout du côté ukrainien. Essentiellement, ce serait de dire de la part de Washington, de l'administration Trump, ce serait de lier
la volonté ukrainienne d'accepter un cessez-le-feu à tout soutien financier et militaire futur de la part des Américains. Donc, si vous acceptez un cessez-le-feu, on va vous aider à moderniser à nouveau votre armée. On Mm. va financer votre armée, on va vous aider à consolider la ligne de défense qui empêcherait là, la Russie éventuellement de repasser à l'offensive. Mais évidemment, si vous refusez ce compromis-là, ben, on va se retirer complètement en termes d'aide financière et militaire à votre égard. Donc, ce serait là où Zelensky aurait à trancher. Puis ce qui inciterait évidemment les Ukrainiens à accepter un compromis comme celui-là, c'est que je pense qu'il faut l'admettre, là, dans le Donbass, la situation militaire est vraiment pas à l'avantage des Ukrainiens. On ne peut pas parler d'effondrement du front ukrainien, mais un début de débandade ou à tout le moins un Ouais, effritement des lignes. Les ouais. Russes, depuis le mois de septembre, là, gagnent énormément de territoire dans la région. Donc, il y a vraiment un sentiment d'urgence, à mon avis, de la part de Kiev. Ils voient ce qui est en train de se passer. Puis sur le plan militaire, ça ne va pas véritablement s'améliorer. Puis aussi, je pense qu'il faut le dire, du côté russe, je pense que du côté russe, il y a aussi tout intérêt à ce qui accepter un cessez-le-feu, parce que c'est une guerre qui coûte excessivement cher. Le fonds souverain russe est en train de fondre comme neige au soleil. Les salaires qui sont octroyés aux volontaires sont absolument faramineux par rapport au salaire moyen en Russie. Donc, c'est pas un rythme qui peut être soutenu pendant encore des années et des années. Et Mhm. puis, une anecdote qui est peut-être révélatrice de quelque chose de plus profond. Moi, j'ai un collègue russe pendant ses vacances d'été qui est retourné en Russie. Et puis, il m'a dit qu'il avait été attaqué dans la rue par un autre homme, un individu dans la vingtaine. Puis, il l'a attaqué pour aucune raison. Puis c'était clairement un individu qui souffrait de syndrome du stress post-traumatique. Donc, Ah oui, on ne peut pas lui en ouais. vouloir. C'est une agression gratuite, oui, mais c'est clairement un individu qui malheureusement n'avait pas toute sa tête. Puis il dit, il sentait un petit peu son haleine sentait un petit peu le fond de tonne aussi. Donc, probablement un problème d'alcoolisme. Donc, ça, en fait, ce que cette anecdote-là révèle, c'est que peut-être que pour la première fois, les Russes sont en train de voir les effets de la guerre. Donc, Voilà. individus, des jeunes hommes dans la vingtaine, victimes de syndrome de stress post-traumatique, alcoolisés en plein jour, peut-être qu'ils vivent aussi des problèmes de toxicomanie. Puis à ça, il faut ajouter aussi des individus estropiés, donc physiquement Ouais, handicapés, en fauteuil ouais. roulant, qui leur manque des membres. Donc, et ça, pour le maintien de la stabilité du régime russe, si la population russe commence à voir les effets réels de la guerre, il y a un risque pour le Kremlin que la situation puisse s'envenimer, dégénérer, comme ça a été le cas dans les années 80, lorsque l'Union soviétique était engagée en Afghanistan. Mhm. La vision des soldats soviétiques qui revenaient maganés mentalement et physiquement, ça avait vraiment contribué à retourner l'opinion publique contre le Kremlin. Donc, il y aurait quand même, à mon avis, un intérêt de la part de la Russie d'accepter un cessez-le-feu. Et puis, ben, je terminerai là-dessus pour le scénario qui est pour moi le plus plausible, qui va peut-être faire sourciller beaucoup de personnes. Si Donald Trump est en mesure de faire accepter un cessez-le-feu très rapidement au début de sa présidence, à l'hiver 2025, je pense qu'en toute sincérité, il va devoir être considéré très sérieusement pour le prix Nobel de la paix l'année prochaine. Hein? Je sais pas, j'aimerais C'est t'entendre là-dessus. c'est fort possible, comme tu sais, des personnages souvent douteux comme Henry Kissinger ou Willy de Klerk en Afrique du Sud ont ont obtenu le prix Nobel de la paix pour avoir débloqué des situations qui semblaient impossibles à débloquer. Ça, c'est une possibilité, mais n'allons pas trop vite Non. là-dessus. Je pense que effectivement, tu as évoqué les solutions coréennes ou chypriotes, et c'est à peu près ça qui se dessine, puisque la semaine dernière, le Wall Street Journal avait un grand papier là-dessus, où essentiellement ce que les conseillers ou l'entourage de Trump disaient aux journalistes du Wall Street Journal, c'est que, il y aurait signature d'une armistice sur les lignes de front actuelles, donc une situation comme tu as décrite en Corée et à Chypre,
et la zone démilitarisée serait patrouillée par une force internationale. On ne pense pas à des casques bleus pour l'instant parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien armés, mais ça pourrait être une force européenne avec des appoints d'ailleurs, que ce soit le Canada, l'Australie ou d'autres pays comme ça. Mais les Américains excluent toute participation Ouais. américaine dans ce genre de force. C'est un peu leur politique depuis très longtemps face aux opérations de maintien de la paix euh, auxquelles ils ne participent pas traditionnellement. Ensuite, deuxième condition, c'est que l'Ukraine devrait s'engager pendant 20 ans à ne pas adhérer à l'OTAN. Alors, est-ce que ça veut dire que les Russes accepteraient cette proposition en particulier, sachant que l'adhésion à l'OTAN est inscrite dans la Constitution ukrainienne? Est-ce qu'ils ne voudraient pas plutôt un amendement à À cette la Constitution, ouais. Constitution pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prise juridique pour une adhésion? Euh, ça reste à négocier. Enfin, troisièmement, dans le scénario évoqué par le Wall Street, la reconstruction serait aux frais des Européens. Les Américains n'auraient pas envie de participer à cette reconstruction. Alors, ça, c'est presque un piège pour les Européens, qui, faut-il le rappeler, sont dans une situation économique assez difficile en ce moment. On dit qu'il y a un décrochage économique de l'Europe. Alors, si en plus ils doivent investir 500 milliards ou 1000 milliards de dollars pour reconstruire l'économie ukrainienne, ça serait un fardeau dont je doute fort qu'ils pourraient s'acquitter. Parce Ouais. que, comme tu sais, quand on met fin à un conflit, on s'aperçoit historiquement que ceux qui avaient promis d'être des bailleurs de fonds disparaissent Oui, bah oui. soudainement ou bien doivent dire au gouvernement ukrainien, dans le cas qui nous On aimerait intéresse, tellement en faire davantage, mais vous savez, la situation c'était actuelle nous supposé être empêche 500 de... milliards, ben ça sera 200 milliards, puis ça va finir 50 milliards. Vous regardez la situation en Haïti ou ailleurs, c'est à peu près ce qui est arrivé. Ouais. Donc, il y a des scénarios fort possibles et ça reste encore à Ouais. voir. Moi, j'attends la nomination du secrétaire d'État américain. Ça va nous indiquer un peu quel est Dans quelle le direction? chemin que veut prendre Trump sur ce dossier spécifique. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser aussi, c'est s'il y a effectivement des négociations de paix, il va devoir y avoir la ratification d'un accord d'armistice qui va devoir se signer à quelque part. On sait que Poutine ne peut pas voyager dans les pays de l'Union européenne, au Canada, aux États-Unis, donc ils vont devoir se rencontrer à quelque part. J'ai bien hâte de voir à quel endroit, dans quelle ville cet accord-là va être signé. Je pense que ça va être à Ankara, en Ça, Turquie. ça sera en Euh, Turquie, certainement. mais je garde espoir que peut-être ça pourrait avoir lieu à Astana, qui est quand même un Ah lieu. oui, Mais j'en discutais avec des gens ici, puis tu sais, au 19e siècle, la Suisse est devenue pays neutre. C'est là où beaucoup de conventions internationales se signaient. Donc la Suisse est devenue comme le centre de gravité où les puissances européennes se ouais, réunissaient lorsqu'ils avaient des accords internationaux à signer. Et puis, comme le centre de gravité, on le sait, est en train de se déplacer vers l'Asie, tu sais, lorsqu'on pense à ça, le Kazakhstan est vraiment au centre ouais, de ce nouvel ordre mondial-là. Et puis, c'est un pays qui, écoutez, tu sais, au nord, c'est la Russie, à l'est, c'est la Chine. Donc, le risque là, de se faire avaler par ces deux géants-là est absolument énorme. Donc, pour que le pays puisse conserver une certaine personnalité, identité internationale, ben, le Kazakhstan aurait la possibilité maintenant de faire comme la Suisse au 19e siècle, de devenir un petit peu le centre de gravité, l'endroit où les individus, les chefs d'État se réunissent pour régler les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et puis, tu sais, Astana, d'une certaine façon, au cours des dernières années, on voit de plus en plus de chefs d'État. Xi Jinping est venu à de nombreuses reprises, Vladimir Poutine aussi, Erdogan, le président turc aussi. Donc, je garde espoir que peut-être l'accord de cessez-le-feu va peut-être être signé à quelques bon, kilomètres de chez moi. Maintenant, peut-être voilà. très rapidement, les deux scénarios, les deux autres scénarios
plus improbables, mais qu'on se doit quand même de mentionner. Ben, le premier, c'est ce que j'appelle le scénario de l'escalade. Donc, peut-être on pourrait voir une augmentation de l'aide militaire financière de Washington à l'Ukraine. Bon, c'est hautement improbable. Trump et Vance ont été clairs sur le sujet et ils souhaitent mettre un terme à cette guerre-là le plus rapidement possible, mais c'est que l'escalade pourrait venir de la part des Européens. Donc, le retrait des États-Unis pourrait entraîner une escalade de la part des États européens qui pourraient essayer de prendre le relais et essayer de combler le vide qui serait laissé par Washington, même s'ils n'ont peut-être pas la capacité financière réelle de le faire. Mais c'est assez intéressant parce que Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, Mhm. a avoué en fin de semaine dans une entrevue que jusqu'à présent, à Bruxelles, c'était interdit de parler de paix dans les couloirs du Parlement européen. Donc, il semble y avoir, je pense que c'est assez clair, là, qu'il y a une Mhm. volonté il y a un jusqu'au boutisme à Bruxelles de la part des Européens. En tout cas, il y a une volonté politique là, vraiment d'aller jusqu'au bout, d'appuyer l'Ukraine jusqu'à la victoire finale. Puis si ça devait effectivement être le cas, ben, ça transformerait véritablement le conflit en Ukraine en conflit strictement européen, parce que là, désormais, les seuls soutiens financiers militaires ne seraient qu'européens, à l'exception encore du Canada, qui continue à Oui, ouvrir à la bourse. Quelques jours à peine, Chrystia Freeland a annoncé un autre 5 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine. ouais. Donc c'est le scénario de l'escalade comme ça. Puis très rapidement, je te laisse ensuite commenter mes deux scénarios. Le deuxième, c'est le scénario anti-chinois. Ça, c'est la question, c'est dans un accord de paix, what's in it for Poutine? Qu'est-ce qui Mhm. pourrait gagner? Qu'est-ce qui pourrait faire son affaire dans le cadre d'un cessez-le-feu? Imaginons la situation suivante, parce que le véritable ennemi des États-Unis, c'est pas la Russie, là. On l'a déjà dit la Non. semaine dernière au cours Voilà. précédente, c'est la Chine. Donc, est-ce que les Américains pourraient tirer profit de la situation de dire, écoutez, un cessez-le-feu, on vous donne 18% du territoire ukrainien, ce que vous avez conquis, en échange de quoi l'Ukraine ne se joindra pas à l'OTAN pour 20 ans, 50 ans, peu importe. Et puis, mais en échange de quoi, on vous réintègre en termes économiques, politiques, on vous réintègre dans la dynamique européenne. On retisse les liens qui ont été brisés depuis 2014, depuis 2022. Puis l'objectif serait de ramener dans le giron occidental la Russie, de sorte d'essayer de l'extirper autant que possible de la poigne de Pékin. Donc même, peut-être hypothétiquement parlant, pour ça c'est un scénario très improbable, de faire de la Russie partie prenante de l'architecture sécuritaire européenne, donc en faire véritablement un partenaire, ce qu'on leur avait promis dans les années 90. Puis l'objectif, ben, c'est, comme je disais, ça serait d'isoler le véritable ennemi des États-Unis, c'est-à-dire la Chine. Donc, tuer dans l'œuf cette alliance naissante entre Mhm. Moscou et Pékin avant que les liens deviennent trop intenses pour être rompus. Euh, donc, évidemment, même si la Russie pourrait y gagner à plusieurs niveaux, donc réintégrer, être en mesure à nouveau d'exporter officiellement directement son pétrole, son gaz vers l'Europe. Bon, c'est pour ça que c'est un scénario qui est improbable parce que du côté russe, je pense qu'il n'y a plus aucune confiance des États-Unis qui ont été décriés par Poutine, par l'opinion publique russe, par les élites russes comme étant une société hypocrite. Puis c'est le fait aussi que, en étant trop intégré dans l'économie globale états-unienne, américaine, ça les a rendus potentiellement très vulnérables au régime de sanctions qui leur a été imposé depuis 2014, qui s'est Mhm. accentué depuis 2022. Donc, je pense que pour la Russie voit davantage son salut dans une alliance avec la Chine, avec les autres pays des BRICS, qui est une alliance qui, hy- éventuellement, je pense, au cours de la prochaine décennie, va être appelée à devenir une alliance un petit peu plus exclusive. Peut-être va insister davantage auprès de ses partenaires pour faire davantage de commerce, des échanges avec des devises locales au détriment du dollar américain. Donc, tisser des liens qui deviendraient plus exclusifs entre les pays membres. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un scénario qui est improbable, mais la politique, c'est très machiavélique. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts.
Et puis, bah, si les Américains, Ouais. les alliés européens sont suffisamment sages, habiles pour essayer de convaincre la Russie qu'il y a davantage d'intérêt à rejoindre le giron occidental plutôt que de s'intégrer davantage dans le giron chinois, parce qu'on s'entend, la Russie dans le giron chinois, c'est un partenaire mineur, là. Ah ben oui, 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 Poutine oui, c'est parle d'un sûr que partenariat d'égal à égal avec la Chine, c'est pas le cas ouais. du tout, là. La Russie aurait Non. davantage à gagner en tant que, dans l'idée d'être un partenaire égal, aurait davantage intérêt à retourner dans le giron occidental états-unien que de se tourner vers l'Est. Mais bon, ben, Mais c'est ce qu'on sur ton pense. premier scénario, je ne vois pas comment les Européens vont s'engager dans l'escalade parce que économiquement, le rapport Draghi a bien souligné il y a un mois et demi, que l'économie européenne était en train de décrocher et Ouais, que si un effort n'était pas fait pour la relancer, ben, elle sera distancée de plus en plus par les États-Unis en particulier, la Chine aussi, et les économies asiatiques, parce qu'on parle tout le temps de la Chine, mais c'est l'Asie aussi qui monte. ouais. C'est pas uniquement la Chine. Donc, je les vois pas reprendre le flambeau. Eux autres aussi vont chercher un accord de paix et à mon avis, en ce moment, ils jouent du muscle là, pour dire on lâchera pas l'Ukraine, mais à partir du moment où les États-Unis lâchent l'Ukraine, je pense que les Ouais. Européens vont suivre. Euh, Sur Marc, ton, euh, Marc Rutte, le secrétaire général de oui, l'OTAN, a dit hier que lundi, dimanche ou lundi, je m'y perds avec le décalage horaire, que si les États-Unis lâchaient l'Ukraine, les Européens allaient tout faire, allaient tout faire pour exclure les États-Unis de l'OTAN. Bon. non, bah, Euh, enfin, c'est n'importe quoi, ah là, oui, franchement. c'est- Et donc, et dans ton deuxième scénario, ben, c'est là qu'on revient aux fondamentaux des relations entre les grandes puissances et que Kissinger avait bien compris et usé, c'est de s'assurer qu'il n'y ait jamais les deux grandes puissances contre une autre puissance. Et il a passé sa vie à diviser la Chine et l'Union ah soviétique oui, pour pouvoir jouer l'un contre l'autre, parce qu'il avait bien compris que malgré euh, le fait que ces deux pays étaient idéologiquement très proches, il y avait des différences oui. fondamentales et donc il a joué de Ils ont ça. exploité, c'est Et ça. je crois que la grande erreur des démocraties occidentales au cours des 20 dernières années, c'est de ne pas avoir poursuivi dans cette Ah. direction. Alors, on a été arrogant envers la Russie et aujourd'hui, ben, on paye les pots cassés. Ouais, Je on paye pense ça que, cash. Ouais. je pense que sur sur ces grandes paroles, Oui, ben ouais, on est prêt à passer à la deuxième partie de l'émission. voilà, Donc, notre entrevue avec l'auteur Corim de la semaine, cette semaine qui est Jérôme Blanchet-Gravel, qui va nous parler du Salvador, de voilà. l'Amérique latine, du gangstérisme, de la violence, des différentes formes de violence qu'on y retrouve. Donc, ben écoutez, chers amis, restez avec nous. Nous sommes de retour dans quelques secondes avec Jérôme Blanchet-Gravel. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous avons un invité fort intéressant, Jérôme Blanchet-Gravel, qui est un journaliste et un spécialiste des questions d'Amérique latine en particulier. Il a d'ailleurs écrit et publié un livre sur le Mexique, en fait, son expérience personnelle au Mexique, où il a passé plusieurs années. Je vous le recommande fortement, ça se lit très bien. C'est même très amusant de voir les différences entre le Québec et le Mexique. Et je pense que Jérôme a aussi trouvé sa femme au Mexique. Donc, Oui, effectivement, oui. c'est très bien. Il a allié donc la connaissance et le plaisir. Alors, aujourd'hui, Jérôme va nous parler d'un sujet un peu plus sérieux et c'est celui de l'expérience particulière du président salvadorien au sujet de sa lutte contre les gangs.
et qui est vraiment un fléau au Salvador et aussi dans certains pays d'Amérique centrale et peut-être même aussi en Amérique latine. Donc, on va lui donner 4-5 minutes pour exposer la thèse qu'il expose d'ailleurs dans un article publié sur le site du CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal, article qu'on vous mettra en ligne là, après. Alors voilà, Jérôme, c'est à toi. Oui, mais c'est ça, Nayib Bukele, un président de 43 ans qui fait beaucoup parler. C'est un personnage qui fascine un certain public, un public plus à droite, il faut le dire, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment qui a une certaine aura quand même, Nayib Bukele, 43 ans d'origine palestinienne. Donc, c'est vraiment un personnage, bon, quelqu'un qui d'abord se présente comme un philosophe roi sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez original. Quelqu'un qui arbore hein, des vestes orientales, quelqu'un qui, bon, à la fois un look très décontracté, passe, bon, c'est ça, d'un look très décontracté à, disons, un look beaucoup plus élaboré, euh, et qui, effectivement, a entrepris quelque chose de très ambitieux, donc, disons, vraiment éradiquer le gangstérisme au Salvador, là, qui est une entreprise titanesque. Donc, Monsieur Bukele, vraiment, il n'est pas allé de main morte, comme on dit. Il est arrivé au pouvoir en 2019. Euh, il a, euh, il a en quelque sorte testé hein, l'état d'exception qu'il allait employer pour contrer les gangs dans le cadre d'un confinement draconien. Donc, Nayib Bukele, c'est pas quelqu'un qui a, contrairement à ce que certains pourraient penser, respecté les libertés fondamentales, disons, durant la pandémie de COVID. Ça a été un des confinements les plus draconiens en Amérique latine, un peu comme celui en Argentine, mais encore plus fort. Donc, Bukele va tester un peu son état d'urgence durant la COVID pour finalement, en 2022, obtenir de l'Assemblée législative euh, c'est ça, l'instauration d'un état d'exception qui va lui permettre très rapidement de mettre en prison 80 000 criminels présumés. Donc, c'est pas si vous imaginez à quel point c'est énorme, là. C'est à peu près comme si, euh, je ne sais pas, que 20 de la ville de Québec était mis en prison en l'espace de quelques semaines. C'est assez incroyable. Il a fait bâtir une prison de 40 000 détenus, hein. On a vu, les images ont beaucoup circulé en tout cas dans les médias en Amérique latine. Donc, ça impressionne. On voit des détenus, les images de détenus, évidemment, contraints de rester au sol, etc. Donc, des manières très fortes. Mais il faut dire que comme M. Coulon vient de le rappeler, que bon, les gangs au Salvador, ce ne sont pas des enfants de cœur, là, mais absolument pas. Donc, des gens qui ont des méthodes presque ben, barbares, là, qui ont recours eux-mêmes à la torture, etc. Puis, bon, aux enlèvements. Les enlèvements, c'est un très grave problème en Amérique latine de manière générale. Donc, en fait, M. Bukele, rapidement, a obtenu, est devenu extrêmement populaire. En fait, les gens dans la rue, les Salvadoriens comme tels, sont satisfaits. Je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment contredire cette réalité-là. On le voit, des reportages qui en font état. On en a eu un à Libre Média qui est très clair là, sur la question. Et il y en a eu d'autres à la presse, etc. Donc, quand on va interroger les gens dans la rue au Salvador, il y a un taux de satisfaction là, qui se présente. Et les sondages aussi le montrent. Donc, il y a deux données, là, les reportages et les sondages montrent que ce type-là est extrêmement populaire. Mais il faut comprendre les Salvadoriens, donc, qu'il y a des gens qui ont été éprouvés longtemps par la violence depuis la guerre civile. Donc, c'est vraiment une catastrophe, il faut le dire quand même. L'Amérique centrale, c'est pas pour rien que ça se vide là, vers les États-Unis. C'est que c'est systémiquement catastrophique là, en termes de sécurité, d'inflation aussi. Tout est cher. Les gens, ben, c'est ça, sont systématiquement menacés par les membres des pandillas, etc. Donc, les gens sont satisfaits. Ils ont enfin l'occasion de circuler en fait librement dans les rues, là, ce qui est comme presque miraculeux d'une certaine façon au Salvador. C'est des pays où il y a pratiquement un couvre-feu un peu officieux, hein. C'est-à-dire après une certaine heure, dans ces villes-là, les gens ne sortent plus, là. On le voit aussi dans des coins du Mexique, dans certaines villes où il y a c'est ça, une sorte de couvre-feu officieux. Les gens, après une certaine heure, ne circulent plus avec l'impression d'être en sécurité. Donc, une entreprise titanesque qui vraiment, c'est ça.
s'est soldé rapidement par un succès. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va tenir? D'abord, il y a toute la question de la suspension de liberté fondamentale constitutionnelle. Donc, M. Bukele, dans le fond, a mis en prison des gens sans qu'ils aient un procès, hein. Donc, c'est sûr que ça pose toutes sortes de questions sur le plan, évidemment, juridique. C'est une tentation. C'est un peu la tentation de la facilité aussi, il faut le dire, hein. Donc, c'est évidemment, c'est plus facile de mettre quelqu'un en prison sans lui accorder un procès que, devoir composer avec tout l'appareil judiciaire, etc. Donc, c'est plus facile, c'est plus court, c'est plus efficace. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'observateurs qui se posent la question combien de temps ça va durer ce genre d'accalmie parce que ça reste l'Amérique centrale. Est-ce que les gangs peuvent disparaître du jour au lendemain alors que c'est presque rendu, comment dire, je ne veux pas dire que c'est culturel, les gangs de rue en Amérique centrale, mais il y a quelque chose qui, dans la, dans le système même, c'est-à-dire qu'on est devant d'abord des inégalités systémiques là, dont l'origine remonte au régime colonial, donc évidemment des populations qui ont été écartées du pouvoir pendant très longtemps. Donc, on est vraiment devant, c'est ça, les restes d'un régime colonial comme on le voit en Amérique latine, ailleurs en Amérique latine. Donc, est-ce que ces inégalités-là qui nourrissent finalement le gangstérisme, etc., euh, vont être atténuées parce que c'est quand même ça, l'origine première quand même du gangstérisme. Bon, c'est quand même les inégalités, la pauvreté, etc. Est-ce que c'est temporaire ou non? Moi, je ne peux pas y répondre comme tel, là. Tout le monde se Ouais. demande, tout le monde se pose la Est-ce, question. Combien de temps ça va durer, dans le fond? ouais. Est-ce qu'il y a des résultats concrets? C'est-à-dire au jour le jour, d'abord, emprisonner 80 000 personnes dans les prisons du pays, est-ce que ça a eu un impact sur le taux de criminalité? Ben, c'est ça. Je pense que oui. C'est-à-dire, concrètement, d'abord, le taux d'homicide, en tout cas enregistré, a baissé radicalement. Je pense Mhm, que c'est à peu près 80 là. C'est très net. Les données le montrent, hein. Ben bon, il faut dire que ce sont des données évidemment officielles du gouvernement de San Salvador. Donc, ce sont les données même de Bukele. Donc, peut-être que certaines personnes pourraient se questionner sur leur validité, mais moi, j'aurais tendance à croire que c'est vrai, compte tenu aussi des témoignages qu'on a sur le terrain. mhm, Donc, c'est une vraie révolution, là. Quand je dis dans mon texte une révolution sécuritaire, c'est que c'est vrai, c'est que le Salvador est en train de devenir plus sécuritaire que certains coins du Mexique, que certains coins même de certaines banlieues de Santiago. Il y a quelque chose quand même de véritablement révolutionnaire à ce niveau-là. mhm, Il y a des touristes aussi qui l'ont noté récemment. Donc, concrètement, il faut lui donner. Bukele a réussi à faire diminuer radicalement la criminalité, mais c'est ça. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est seulement mettre dans le couvercle sous la marmite pendant un mhm. certain temps ou structurellement, ça va continuer? C'est ça la question. Mais est-ce que justement, cette accalmie va devoir nécessiter encore des années l'état d'urgence ou même la Mhm. normalisation de l'état d'urgence? C'est un thème que s'intéresse beaucoup Jean-François Caron. C'est sûr que beaucoup d'ONG se sont préoccupés par justement carrément la suspension des libertés constitutionnelles, là, ce qui c'est quand même majeur, là. Parce que Oui. là, ça fait 2 ans que ça dure, si je te comprends bien. Plus Depuis ou moins 2 ans. 2022, c'est toujours effectif actuellement. Donc, un état d'exception qui se normalise, là. C'est ça un peu le risque. On en discutait déjà, j'ai écrit là-dessus. C'est ça le problème avec l'état d'urgence aujourd'hui, c'est que euh, historiquement, dans le passé, l'état d'urgence, c'est la dictature romaine, ça devait durer un maximum de 6 mois avant le rétablissement des règles constitutionnelles avant qu'elles soient suspendues. Mais là, comme ça a été le cas pendant la pandémie au Québec ou partout ou dans beaucoup d'autres sociétés occidentales, l'état d'urgence sanitaire a duré presque 2 ans. Donc, il y a une banalisation, d'une certaine façon. Ce que je me rends compte, c'est que c'est un peu la même chose au Salvador. Maintenant, peut-être la question, c'est, dans ce cas-ci, est-ce qu'il y avait véritablement une urgence? Parce qu'on peut s'entendre que le fait que des camionneurs bloquent une rue à Ottawa, dans le centre-ville, il n'y avait pas de menace là, pour un risque d'insurrection réel. Mais dans le cas du Salvador, est-ce qu'on pourrait dire que peut-être qu'effectivement, dans ce cas-ci, il y avait effectivement une menace, une crise
qui ne pouvaient pas être réglés par d'autres moyens que par des mesures d'exception. Donc, peut-être une autre question, est-ce que ce problème-là du gangstérisme, de la criminalité au Salvador, les présidents, les administrations précédentes avaient essayé de le régler par des voies constitutionnelles normales, puis ça avait échoué, justifierait maintenant plutôt la mise en place d'un état d'urgence. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on est devant une situation extrême, hein. C'est une autre échelle, forcément, que la menace du virus durant la COVID. Là, on parle, c'est ça, de gens qui emploient tous les moyens nécessaires pour imposer la loi, là. C'est vrai aussi dans d'autres pays d'Amérique centrale. Donc, il y a beaucoup de migrants, d'ailleurs, ben, c'est ça, qui fuient cette violence-là. Puis souvent, il y a du recrutement qui se fait, c'est-à-dire qu'on pour vous recruter, on ne demande pas votre avis, là. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent cogner chez vous, on vous dit, vous, demain matin, vous faites partie d'un gang. Et si vous refusez, c'est votre famille qui va y passer au complet, là. Donc, c'est ça qui se passe en Amérique centrale bien souvent. C'est vrai au Honduras, par exemple. Est-ce qu'au Honduras, on pourrait appliquer la méthode Bukele? Euh, ben, ça a probablement traversé l'esprit, je pense, ça traverse l'esprit de beaucoup de gens dans la région. Fait que c'est sûr que, comme je dis, c'est un peu la tentation de la facilité. En même temps, c'est les gens ont le droit de vivre en sécurité aussi, là. On était vraiment devant un camp extrême. Moi, je pense qu'il fallait probablement employer des moyens Mhm. effectivement assez forts. Il fallait que l'État reprenne le monopole légitime de la violence, c'est pour employer évidemment la formule, la célèbre Évidemment. formule de Max Weber. Donc, l'État avait perdu le contrôle et devait récupérer ce monopole perdu de la violence. Donc, il fallait faire ça. Après, il va falloir quand même qu'un jour les libertés soient rétablies au Salvador, là. Tu sais, je pense que tous les pays méritent ça. Donc, combien de temps ça va durer? Donc, le risque, c'est ça, c'est que cet état d'exception se normalise et perdure sur une très longue durée. Donc, on espère d'un Bukele qui est très proche d'une certaine droite américaine, qui est censé avoir des affinités avec des Javier Milei, par exemple. Donc, c'est un peu la contradiction de la droite latino-américaine. C'est d'un côté, on aime les libertés, bon, quand ça va bien, ben, quand ça va bien pour l'économie, par exemple, Ouais, mais on a des amis qui normalisent l'état d'urgence. Ah ben là, c'est parce que c'est pas tout à fait ça, là. Être libertarien, c'est pas exactement suspendre les ouais. libertés constitutionnelles. Est-ce C'est qu'il un Est-ce peu que, la grande contradiction de la droite latino-américaine, je vous dirais. est-ce, maintenant que Bukele tente de casser finalement ce fléau, euh, il faut qu'il y ait un après, C'est c'est-à-dire ça. t'enfermes 80 000 personnes qui sont pour la plupart des jeunes et qui ont encore une espérance de vie de 30 ou 40 ans. euh, il faut les réintégrer dans la société. Alors, il a fait le premier pas qui était de sécuriser la population en enfermant ces 80 000 personnes. Mais maintenant, il doit y avoir une suite et une suite qui permettra à ces 80 000 d'être réintégrés dans la société si cela est possible. On espère qu'ils Ouais, vont je suis être bien d'accord. réhabilités, hein? Ouais. Bien d'accord. J'espère que c'est envisagé à San Salvador. Pas certain, mais Bukele continue quand même sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, utilise beaucoup là, pour communiquer, à vanter son approche, qui vraiment est l'opposé aussi, ça c'est intéressant de le noter, l'opposé de l'école pacifiste en Amérique latine. Donc, il y a deux écoles. Il y a celle Oui, de Bukele, que certains sont tentés de répliquer, notamment par exemple en Équateur et au Pérou, mais il faut dire qu'en Équateur, encore une fois, il y a une montée, il y a une flambée de violence absolument incroyable. Il y a eu une prise d'otage là, en direct à la télévision récemment. Donc, l'Équateur, qui était considéré comme un des pays les plus, comme un havre de paix, en fait, en Amérique latine, et qui lui-même est en train de passer un peu aux mains des gangs. Donc, il y a même des gens tout à fait à gauche, bon, qui n'auraient pas le profil, disons, de militaristes, qui sont tentés de prôner des manières, la méthode forte là, pour contrer les gangs. J'avais parlé à des politologues à Quito, etc. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Deux c'est-à-dire écoles. que tu as l'école pacifiste, oui. L'école pacifiste, c'est celle représentée donc, beaucoup par AMLO, Andrés Manuel López Obrador, qui vient de céder sa place à sa dauphine Claudia Sheinbaum au Mexique et qui, elle, entend continuer cette approche-là. Donc, au Mexique, c'est abrazos no balazos. Ça veut dire des câlins et non des balles. Donc, c'est la posture qu'on a adoptée face au cartel. Ça n'a pas très bien fonctionné au Mexique. On l'a vu, les enlèvements, par exemple, continuent. Je veux dire, ils n'ont jamais diminué en termes de nombre. Les cartels bon, dominent une partie de la société civile là, et politique et du monde politique. Donc,
Et cette approche-là a été aussi celle de Gustavo Petro en Colombie. Bon, ce sont quand même des pays leaders en Amérique latine, là, le Mexique, la Colombie. Euh, Petro, bon, a adopté cette même posture face évidemment aux ex-guerrilleros, en tout cas aux guerrilleros encore actifs et face, bon, les FARC, etc., et aussi les cartels. Donc, évidemment, en Colombie, il y a pas juste les cartels, il y a aussi les guerrilleros, là, donc ceux qui restent Ouais. encore. Donc, ça, c'est très compliqué. Mais en Ben, Colombie, c'est lui aussi, compliqué. C'est compliqué parce que finalement, tu as du gangstérisme d'un côté, puis tu as du politique de l'autre, parce que les guérilleros, c'est plus un agenda politique, même si parfois ils utilisent le gangstérisme pour financer leurs activités, mais exact. c'est presque deux stratégies différentes, là. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que entre effectivement euh, un groupe bon, socialiste ou communiste et un cartel de la drogue, Ouais. disons, ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Là, c'est pas, il y en a un Non. qui veut s'acheter une chaîne en or, puis l'autre, c'est pas exactement ça, là. Donc, mais pour dire que l'école pacifiste, disons, il faut la comprendre aussi. C'est-à-dire qu'en Colombie, on a vu que d'abord, quand on a voulu affronter Pablo Escobar, puis qu'est-ce que ça a donné? Ouais, Là, une escalade, on s'est rendu jusqu'au narcoterrorisme. Donc, plus on combat malheureusement les cartels et plus ils ont tendance à s'armer dans une sorte de ouais, course à l'armement. Bon, évidemment, une autre échelle, ce qu'on a vu, ça ne relève pas du nucléaire, mais on assiste, à chaque fois qu'on combat les cartels, il y a une course à l'armement. Et là, on se ouais, retrouve avec des cartels plus forts. Donc, on est en train un peu de nourrir la bête. Donc, c'est vrai que ça n'a pas marché ben non plus, là, l'approche militariste violente, bon, soutenue par les États-Unis. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. ouais, Donc, il faut la comprendre, l'école pacifiste. Il y a du vrai là-dedans. Mais ouais. de l'autre côté, ses succès ne sont pas très grands non plus. En Colombie, Petro se fait dire régulièrement dans la presse par l'opposition que sa politique, lui, il vise la paix totale, ce qu'il appelle la paix totale, la passe totale. Ça n'adviendra pas aussi facilement que ça non Ouais. plus en Colombie. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on est pacifiste pour que tout le monde dépose les armes. Mhm. Donc, mais c'est Quand tu, intéressant quand même d'opposer ces deux écoles-là pour comprendre le ouais. panorama, là. Quand tu regardes la photographie générale de l'Amérique latine, donc Mexique jusqu'à la Terre de Feu, est-ce qu'il y a une progression de cette violence des gangs ou bien il y a des endroits dans cette Amérique latine où ça ne passe pas, où il n'y a pas de prise? Les gangs n'arrivent pas à se développer. Je dirais que ça va assez mal, là, honnêtement, parce que quand on assiste, par exemple, c'est ça. D'abord, le cas de l'Équateur est très Ouais, symptomatique, malheureusement, de l'emprise grandissante des gangs en Amérique latine. Donc, on inclut tout le continent. Au Chili, quand on voit le président chilien, comme je le mentionne dans mon article au Corim, qui est tenté lui-même, puis bah, Gabriel Boric, c'est vraiment un espèce de Justin Trudeau chilien. Là. C'est pas quelqu'un qui ouais, est ouais, tenté par qui est pas, il n'est pas un profil de dictateur à la Pinochet, là. On n'en est pas du tout ouais. là, là. Donc, c'est plutôt le wokisme chilien, entre guillemets. Donc, quand lui-même est tenté de décréter l'état d'exception à Santiago, c'est que ça va très mal. Évidemment, il y a Mhm, tout les dommages, évidemment, économiques de la pandémie. Il y a eu des certains confinements, donc quand même, la pandémie a affecté l'économie latino-américaine en général. Donc, il y a plus de pauvreté qu'il y a peut-être 3 ans, et donc ça a nourri forcément le crime organisé. Au Brésil, par contre, bon, je suis moins familier, mais je me rappelle pas exactement là, si ouais, Lula a réussi, lui, à faire reculer les gangs. Évidemment, il reste toute la question des favelas, puis tout ça. Puis c'est très musclé ouais, aussi au Brésil. Il y a ouais. une police militaire très, très musclée, là. Mais mais pour vous répondre, M. Coulon, il y a le Mais dans Panama, un, évidemment, qui est une espèce ouais, d'exception parce que, bon, c'est plutôt une sorte d'enclave ouais. un peu américaine, là. Panama, Costa Rica, l'Uruguay, dont on dit que c'est un peu la Suisse de l'Amérique latine, mais c'est peut-être surfait, Ouais, quoi. ouais. L'Argentine, bien évidemment, il y a une sorte de ménage aussi qui est fait par Milei, mais plus sur le plan économique. Mhm. Mais l'insécurité est un thème qui traverse tout le continent. Ouais, ouais. C'est là qu'on voit que, en fait, Ça, c'est une donnée. C'est une donnée sociologique qu'on trouve partout dans la région. Ouais, oui, oui, je vous dirais que oui, c'est une préoccupation centrale, en fait, des citoyens
Donc, il n'y a pas de pays complètement épargné par cette emprise du crime en Amérique latine, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Le Pérou, bon, encore une fois, c'est entre les soulèvements populaires et encore une fois, puis c'est pas net, hein, vous savez, là, au Chili, il y a une sorte de, non, au Pérou, il y a une sorte de coup d'État, là. Enfin, le président Pedro Castillo, qui était une espèce de président très populiste à gauche, qui a été écarté du pouvoir, mais lui, il a lui-même été accusé de tenter un coup d'État. Finalement, c'est son camp qui a accusé sa successeur, Dina Boluarte, de faire un coup d'État aussi. Donc, c'est très polarisé et je vous dirais que Ouais, tu sais, les frontières ne sont pas aussi nettes non plus entre, évidemment, le judiciaire, l'exécutif, etc. Donc, c'est toujours des ouais. situations où tout est très poreux et on se demande toujours un peu qui est blanc comme neige dans l'histoire. Donc, c'est assez rare, là. Donc, si je te pose la question, parce que ça semble être une donnée sociologique répandue du Mexique jusqu'à la Terre de Feu, le gangstérisme en Amérique latine, c'est quoi, selon toi, les facteurs explicatifs qui sont vraiment constitutifs de cette violence-là? Est-ce que c'est les inégalités socio-économiques? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est le fait que depuis l'indépendance de ces sociétés-là au début du 19e siècle, l'État n'a jamais été en mesure de véritablement établir ses bases, que depuis 200 ans, le système étatique il est trop fragile pour être en mesure de monopoliser la violence légitime? J'aimerais t'entendre là-dessus. Ouais, c'est ça. Ben, d'abord, c'est ça, il y a une question socio-historique, c'est-à-dire que en Amérique latine, on est quand même devant des restes d'un régime colonial qui, faut le dire, quand même a exclu une bonne partie de la population longtemps, là, c'est-à-dire Mhm. d'abord les Autochtones et ensuite les Afro-Américains qui ont été évidemment importés de force sur le continent, Ouais, là, évidemment ouais, l'esclavage. Donc, c'est un système qui était d'abord très exclusiviste où effectivement une caste de possédants euh, s'est maintenue longtemps et c'est encore vrai aujourd'hui, là. C'est-à-dire que si on va à Mexico dans les quartiers riches, etc., on voit que les gens sont blancs et des fois on se demande. Ben c'est ça, c'est des gens. On se demande enfin où sont les Autochtones, par exemple, dans les institutions au Mexique. On regarde la télévision au Mexique, on se dit, sont où les gens que je vois dans la rue tous les ouais. jours? Ils sont où ces gens-là? On se demande, parce que c'est quand même 85 de la population, ils n'apparaissent pas à la télévision. Donc, quand on regarde la télévision mexicaine, des fois, on se dit, c'est la télévision espagnole ou c'est la télévision mexicaine? Tu sais, les gens Ouais, qui ouais, ressemblent à ma femme, là, ils sont où dans la télé? ouais. Je pense que tu l'expliques aussi dans ton livre. Les gens, lorsque tu vivais à Mexico, les gens pensaient que tu étais, un riche, là. Ben oui, c'est ça. Non, je ne suis pas encore rendu là, malheureusement. Mais pour vous répondre, Jean-François Caron, donc il y a ce régime colonial qui perdure encore d'une certaine façon et qui n'a pas permis, tu sais, une démocratisation de l'économie, si je peux dire. Ensuite, un modèle est aussi économique, là, bon, un peu basé sur l'extractivisme, là, c'est-à-dire l'Amérique latine semble être restée quand même un réservoir de ressources naturelles où comment s'enrichir, souvent, c'est en extrayant des ressources naturelles et en les important. Donc, une espèce, tu sais, quand on dit les républiques de bananes, donc ce modèle-là est resté. Donc, en Colombie, la cocaïne, c'est ça, hein. C'est-à-dire, on produit quelque chose, mais c'est pas des bananes, c'est de la cocaïne et on l'importe. Donc, c'est pas un modèle qui permet de développer une économie créative où tout le monde y participe, là. Si c'est juste prendre quelque chose puis l'importer ailleurs, disons que c'est ça. C'est pas quelque chose de très innovant à long terme. Euh, donc, les facteurs, écoute, qui expliquent la criminalité, c'est très compliqué, hein. C'est sûr que moi, j'avance des hypothèses, hein, c'est Oui, tellement oui, non, c'est macro comme. multifactoriel. Ouais. De toute façon, on Écoute, s'entend. Peut-être que vous avez é- vous-même des idées, des hypothèses à émettre. é- écoute, écoute, on te remercie pour ce premier segment euh, sur le Salvador. Et maintenant, on sait aussi que tu diriges Libre Média, que tu as fondé, je crois, il y a déjà 2 ans, si ma mémoire est bonne. Je l'ai pas fondé, mais Et je suis rédacteur en chef et ensuite, j'ai OK, effectivement
j'ai pas fondé, mais ensuite j'ai acheté, par exemple. OK, parfait. Et on aurait aimé t'entendre sur la façon dont les médias québécois ont traité de la victoire de Donald Trump. Je pense que tu as une opinion assez originale là-dessus. Alors, on te laisse le champ libre, comme on dit. Les grands enjeux. Les grands enjeux. Ben, écoutez, j'ai trouvé que il y a une incompréhension d'abord, pour le dire poliment, de ce que sont les États-Unis. C'est-à-dire, dans les médias au Québec, on a une lecture très québécoise, finalement, des États-Unis. Donc, j'ai trouvé on est plein de préjugés, hein, finalement, et sans trop s'en rendre compte. Donc, il y a aussi cette espèce de complexe de supériorité morale, hein, quand on aborde la question des États-Unis. Donc, notre modèle à nous est forcément supérieur au leur. Donc, il y a toujours cette espèce c'est ça, de sentiment de supériorité morale qui va teinter la manière d'aborder les développements aux États-Unis. Puis évidemment, un parti pris un peu, là, il est devenu presque caricatural pour la candidate démocrate, là, Kamala Harris. Mhm, D'ailleurs, j'étais à Montréal le soir même des élections, puis j'ai pris la route pour Québec. Et là, j'ai écouté la radio de Radio-Canada et le parti pris était tellement fort que c'était un peu comme prendre. C'était comme. On prend pour acquis, en fait, que tous les auditeurs sont du côté démocrate, un peu comme si une partie du Canadien de Montréal contre les Bruins de Boston, évidemment, tout le monde prend pour acquis qu'on est pour les Canadiens de Montréal, mais il y a quand même des partisans des Bruins au travers. J'ai trouvé que c'était, disons, assez excessif. Euh, mais vraiment, on est devant une sorte d'enfermement mental, malheureusement, qui ça ne nous permet pas de bien saisir les enjeux aux États-Unis. Ça ne veut pas dire évidemment d'appuyer Trump ou d'appuyer un ou l'autre, mais quand même de prendre en considération les enjeux qui concernent vraiment les Américains. Là, par exemple, la frontière, bon, c'est très facile de dire, bon, les Américains sont racistes, se méfient des Latino-Américains, etc. Moi, je peux vous dire que si j'avais à ma frontière le Mexique, et j'aime beaucoup le Mexique, j'aurais un certain stress. Parce que le Mexique est un État pratiquement failli, là. Donc, les Américains, ouais, moi, je trouve qu'ils font preuve de beaucoup de sang-froid, en fait. J'espère qu'ils n'auront pas jusqu'à une intervention armée au Mexique, mais Trump a souvent menacé, là, il a même déjà dit qu'il aimerait faire au Mexique ce que les Russes avaient fait en Ukraine. Donc, c'est ouais. une formule assez maladroite. Il y a donc toujours une question de respect de la souveraineté des autres États. Mais la frontière, c'est un enjeu majeur. Moi, je Ouais. pense que c'est impossible de fermer le mur hermétiquement parce que l'économie américaine est trop imbriquée avec celle du Mexique. Là, puis il y a même une Mhm. zone là, mitoyenne qu'on appelle Mex America. Donc, il y a comme un fantasme à croire qu'on peut fermer hermétiquement les deux pays. Ils sont complètement imbriqués, en fait. Là. C'est comme l'île, c'est quoi la ville en haut là, de l'île en France? Donc, c'est un peu comme Oui, Gatineau, puis Ottawa, là, oui. c'est-à-dire, ne peut C'est pas fermer, faut pas imbriqué. dire. Ouais. Ouais. Donc, c'est imbriqué. Donc, mais je comprends les préoccupations des Américains, notamment en ce qui concerne le trafic humain à la frontière. Donc, les cartels, ce sont quand même. Ils font pas juste du trafic de drogue, ils font du trafic d'enfants aussi. Là. C'est pas absolument pas une théorie du complot. Est-ce que notre vision des Américains est teintée par le fait que on est une société qui se voit comme étant plus égalitariste et on regarde les États-Unis avec cette pauvreté qui augmente, avec le fossé finalement entre les riches et les autres, qu'ils soient de la classe moyenne ou pauvres, et c'est ce qui nous porte à réagir en se disant, ben, nous, on préfère la candidate démocrate. D'ailleurs, je pense qu'il y avait un sondage qui disait C'était presque 75% des 80%. Oui. Québécois voteraient pour Mme Harris. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi? C'est très culturel. On en Oui, bien, regarde tout à avec un fait. jugement moral, là. Oui. C'est C'est sûr, clair. ben oui, on a la conviction qu'on est meilleur, finalement, qu'on est plus bienveillant que les Américains. Mais c'est ça, c'est-à-dire, il faut comprendre que tout le monde réfléchit pas dans nos termes à nous, là, c'est-à-dire les termes de l'État-providence, etc. Les Américains ne réfléchissent pas selon ces concepts-là. Ils réfléchissent plutôt sur, bon, en termes de liberté individuelle, etc. Donc, il faut comprendre aussi la mentalité américaine. J'ai trouvé que Sarkozy avait eu une bonne formule là, quand il a dit que Trump avait gagné parce qu'il a parlé de l'Amérique aux Américains. D'une Ouais. certaine façon, bon, c'est une formule bon, très sarkozienne, là, un peu qui veut tout dire et rien dire, mais je trouve qu'elle est quand même, elle est assez juste. Là. L'image est assez Mhm. bonne.
Donc, oui, je trouve que c'est-à-dire, il ne s'agit pas de convertir les Américains à notre modèle, là. C'est pas Mhm. comme ça qu'il faut aborder les élections américaines. Puis il ne s'agit pas de défendre non plus le personnage Trump. Moi, je pense que Trump a eu des propos racistes bien souvent. Je trouve ça déplorable. Puis bon, je reste sensible évidemment à la réalité mexicaine, etc. Donc, je trouve qu'il est allé trop loin à ce niveau-là. Mais ça, c'est personnel, mais ça ne m'empêche pas de voir un tableau qui est, disons, un peu plus grand que celui qui est projeté dans les médias québécois, là. C'est-à-dire, je Mhm. comprends qu'il y a aussi une insécurité linguistique dans certains États. C'est-à-dire, il y a quand même 50 millions d'hispanophones aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a Ben plus oui. d'hispanophones aux États-Unis qu'en Espagne. Ouais. Donc, moi, quand je vous dis, les Américains ont assez le sang-froid, là, parce qu'il y a carrément des villes, en fait, de plus en plus. C'est le cas de. J'ai une belle-sœur, notamment, qui a immigré à Los Angeles et elle me dit qu'elle n'a pas besoin de parler, évidemment, anglais là-bas, là. Puis j'ai dit, bon, Ouais. peut-être que tu développes ton anglais malgré tout, là, mais c'est-à-dire, on peut Ouais. très bien vivre en espagnol maintenant aux États-Unis sans ne jamais parler anglais. Donc, pour les Québécois qui sont censés être sensibles à ces questions linguistiques, ils se sont montrés, en fait, très insensibles face à ça durant toute cette couverture médiatique. C'est-à-dire, ils devraient être les premiers à comprendre que les Américains, certains Américains veulent peut-être continuer à parler anglais dans certaines villes. Ils ont probablement le droit de le faire. C'est peut-être illusoire, hein, parce que je pense que l'hispanisation des États-Unis va se poursuivre. Ouais. Mais il faut comprendre, il faut C'est la tu sais, reconquête la des, Reconquista, ouais. De toute façon, ouais. des territoires perdus par le Mexique au 19e siècle. Alors, La écoute, revanche de merci Santa pour... Anna. Peut-être, Jean-François, tu as une autre question à poser, sinon on va clore ce Non, ben, segment. je sais que Jérôme est très attaché à sa liberté individuelle, moi aussi. Donc on va lui rendre sa liberté. Euh, Merci. on, on le Un grand remercie plaisir, énormément. moi. Écoute, c'est vraiment pas à tous les jours, à toutes les semaines, ou voire même à tous les mois ou à chaque année où on peut consacrer un segment d'une trentaine de minutes pour discuter d'une région comme l'Amérique latine qui est très fascinante. Puis j'espère que ça aura permis à nos auditeurs d'en apprendre davantage. Puis peut-être, s'ils veulent en découvrir davantage, peut-être, Jérôme, je lance la question comme ça, est-ce que tu aurais peut-être un livre à leur suggérer pour mieux comprendre l'âme sud-américaine ou de l'Amérique latine? Ben déjà, le tien sur le Mexique, Ouais, qui est une de quoi de... Oui, mais exploration de c'est la vie de tous les jours. une Oui, introduction littéraire, on peut dire, oui. après, écoute, j'ai beaucoup faut dire, de références en espagnol. Il y a L'Amérique les grands, latine, hey, c'est tellement vaste. il y a Garcia toujours Marquez. les grands romanciers, hein. Il y a toujours les grands romanciers. Écoute, je peux pas, je ne sais pas exactement. Une Ben, tu Parce que question nous c'est tellement piège. enverras. large, hein. J'ai beaucoup de choses sur le Mexique, beaucoup de choses sur le Brésil comme tel. Et les dictionnaires amoureux, il y a un dictionnaire amoureux de l'Amérique latine qui est Oui, pas mal comme introduction. C'est une bonne collection, ça, les dictionnaires amoureux. Et le oui, dictionnaire amoureux du Mexique, d'ailleurs, est assez bon. Le dictionnaire amoureux du Brésil, je pense que ça peut être quand même tu sais, pour les gens oui. qui veulent pas non plus tu sais, lire un 500 pages Charmant Collin, là, peut-être commencer avec ça, mais c'est correct aussi. Mais ça peut effectivement les introduire de manière plus légère à Oui, oui. la Je pense civilisation, parce que c'est une civilisation en soi, hein, l'Amérique latine, là. c'est une bonne suggestion, ça. Ouais. J'en profite, messieurs, quand même, pour vous féliciter pour votre balado, là, qui est un des rares aussi au Québec à nous permettre effectivement d'aborder les choses avec un peu de hauteur, ou voire beaucoup de hauteur. OK. Mais Ben, ça nous merci. prend plus de balados comme ça. Ben, Au merci, c'est revoir. gentil. Écoute, ben, merci Jérôme, puis on dit au revoir à nos auditeurs. J'espère que vous avez apprécié ce 10e épisode avec nous. Donc, écoutez, on se revoit la semaine prochaine avec d'autres sujets tout aussi passionnants que ceux qu'on a discutés cette semaine. Alors, on vous dit au revoir, à la prochaine.